Il ne crie pas, il tranche. La salle se fige d'un seul coup. On finance volontiers festivals, caméras, prix et connectivité. Mais dès qu'il s'agit de laboratoire, d'innovation et de recherche, le silence devient une habitude qui façonne des générations. Alors, que perd-on concrètement quand Ibrahim Traoré demande pourquoi l'argent existe pour briller, mais s'évapore quand il faut construire, soigner, cultiver et inventer? Une Afrique admirée peut rester dépendante. Cette analyse promet une chose précise: comprendre pourquoi un déséquilibre apparemment culturel agit en réalité comme un mécanisme de pouvoir durable. Il ne s'agit pas d'opposer l'art à la science, mais d'examiner ce qui se produit quand l'une est constamment mise en scène, tandis que l'autre reste structurellement sous-financée. L'enjeu est simple et direct: la connaissance détermine l'autonomie collective. Lorsqu'un système valorise la visibilité plus que la capacité productive, il oriente les rêves, les carrières et même l'idée du succès vers des chemins prévisibles. Ce glissement n'est ni accidentel ni neutre. À partir du propos attribué à Ibrahim Traoré dans le contenu d'origine, le raisonnement s'élargit vers une question plus vaste. Qui décide de ce qui mérite investissement, patience et reconnaissance? Derrière les budgets, il y a des signaux envoyés à la jeunesse, aux universités et aux chercheurs. Comprendre ces signaux permet de mesurer les conséquences à moyen terme. Dépendance technologique, fuite des talents et difficulté à transformer des idées locales en solutions durables. Moins de 1% du PIB est consacré à la recherche et au développement dans de nombreux pays africains, alors que les financements culturels internationaux restent visibles et réguliers. Ce contraste, répété dans plusieurs rapports cités par le contenu d'origine, explique pourquoi l'alerte d'Ibrahim Traoré n'a pas sonné comme une provocation, mais comme un constat difficile à contester, et un mini-révélateur apparaît. Le problème n'est pas l'absence de talent, mais la structure des priorités. Quand la majorité des fonds entrants est fléchée vers des festivals, des scènes et des campagnes d'images, l'écosystème scientifique se fragilise mécaniquement. Les universités fonctionnent avec des équipements obsolètes, les laboratoires manquent de consommables de base et des projets appliqués sont abandonnés avant d'atteindre un prototype. Dans ce contexte, les paroles d'Ibrahim Traoré prennent une autre épaisseur. Elles ne dénoncent non pas la culture, elles interrogent l'architecture invisible qui décide ce qui mérite du temps long. La culture produit une reconnaissance immédiate. La science exige patience, continuité et investissement moins photogénique. Ce décalage crée un message implicite transmis aux étudiants: se montrer est plus accessible que construire. Dans le contenu d'origine, décrit des scènes parallèles. D'un côté, des événements culturels abondamment médiatisés, associés au progrès et à l'ouverture. De l'autre, des campus où des étudiants assemblent des solutions rudimentaires avec des moyens limités, documentant leurs essais sans savoir s'ils pourront aller plus loin. La conséquence est cumulative. Les jeunes chercheurs quittent le pays non par manque d'attachement, mais parce que rester signifie renoncer à une carrière scientifique viable. Dans ce cadre, on comprend pourquoi Ibrahim Traoré insiste sur le lien entre connaissance et pouvoir. Lorsque la recherche est marginalisée, la dépendance n'est plus ponctuelle, elle devient systémique. Et c'est précisément ce système, plus que n'importe quel discours isolé, qui est mis en lumière ici. Dans le contenu d'origine, introduit un personnage collectif plutôt qu'un héros individuel. Des étudiants et jeunes ingénieurs travaillant dans des universités aux moyens limités. Ils ne manquent ni d'idées ni de discipline. Ils bricolent des prototypes simples, testent, notent, recommencent. Ce qui leur fait défaut n'est pas l'intelligence, mais l'accès à un soutien minimal et continu. Un exemple revient avec insistance. Autour d'une table usée, un petit groupe met au point un dispositif rudimentaire de filtration de l'eau destiné à un village voisin. Le modèle fonctionne. Les résultats sont documentés, les discussions se prolongent tard dans la nuit. Pourtant, le projet s'arrête faute de quelques milliers d'unités monétaires pour améliorer les matériaux et passer à l'étape suivante. Pendant ce temps, le même environnement institutionnel célèbre un nouveau festival culturel doté d'un budget médiatique plus élevé et d'invités internationaux.
Personne ne parle d'injustice. Le mot utilisé est orientation. Cette juxtaposition révèle un impact précoce mais décisif. Elle enseigne ce qui est valorisé et ce qui ne l'est pas. Pour les étudiants, le signal est clair. L'effort intellectuel prolongé n'offre ni visibilité ni sécurité. La reconnaissance rapide passe ailleurs. À court terme, cela influence les choix de carrière. À moyen terme, cela alimente la fuite des talents. Ce décalage explique pourquoi le propos d'Ibrahim Traoré résonne au-delà d'un discours ponctuel. Il met en lumière une réalité vécue quotidiennement par ceux qui tentent de construire avec presque rien. Et l'essentiel est direct. Sans système, le talent s'épuise. Avant, ces constats circulaient à voix basse, fragmentés entre campus, ateliers et discussions privées. Après, une phrase posée publiquement a relié ces fragments et les a rendus visibles. C'est dans ce basculement que s'inscrit l'intervention associée à Ibrahim Traoré, non comme un moment spectaculaire, mais comme un point de convergence. Le déclenchement est simple. Il énonce que les financements étrangers et institutionnels trouvent facilement leur chemin vers les scènes, les festivals et les images, mais hésitent dès qu'il s'agit de science, de recherche et d'innovation locale. Cette observation ne s'accompagne ni d'accusations directes, ni de colère. Elle agit plutôt comme un miroir tendu à un système habitué à fonctionner sans être nommé. La montée s'opère ensuite par accumulation. Dans le contenu d'origine, décrit comment cette phrase résonne parce qu'elle correspond à des expériences vécues, laboratoires sous-équipés, budget de recherche en attente, projets abandonnés, faute de continuité. En parallèle, les événements culturels se succèdent, portés par des récits positifs de créativité et de rayonnement. L'écart entre ces deux réalités devient alors difficile à ignorer. À ce stade, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un opposant à la culture, mais comme quelqu'un qui déplace le centre de gravité du débat. Il rappelle que la culture ne peut pas remplacer la capacité productive, et que la reconnaissance symbolique ne se transforme pas automatiquement en autonomie matérielle. Cette clarification provoque un inconfort, car elle remet en cause une hiérarchie tacite des priorités. Le point culminant n'est pas une confrontation ouverte, mais une prise de conscience progressive. Si la connaissance est une source de pouvoir, alors la négliger revient à accepter une forme de dépendance prolongée. Cette idée circule rapidement, notamment parmi les jeunes, car elle met des mots sur un sentiment diffus, celui d'être encouragé à performer plutôt qu'à produire. Les répliques se manifestent de plusieurs façons. D'un côté, des critiques émergent, qualifiant cette vision d'irréaliste ou de trop rigide. De l'autre, des discussions s'ouvrent sur les budgets, les choix publics et la place réelle accordée à la recherche. Le discours agit ainsi comme un catalyseur révélant des tensions déjà présentes. Ce déroulé explique pourquoi l'épisode dépasse le cadre d'un événement isolé. Il marque un avant et un après dans la manière dont certains acteurs perçoivent le lien entre image, savoir et souveraineté. En formulant clairement ce déséquilibre, Ibrahim Traoré transforme une accumulation de frustrations silencieuses en questions collectives assumées. Le point de départ mesurable est clair. Dans de nombreux pays africains évoqués par le contenu d'origine, le budget consacré à la recherche et au développement reste inférieur à 1% du PIB. Ce niveau constitue une base insuffisante pour entretenir des laboratoires fonctionnels, financer des équipes stables et soutenir une innovation continue. L'écart ne se voit pas immédiatement, mais il s'accumule dans le temps. La première variation apparaît au niveau des infrastructures. Avec un financement aussi limité, les universités fonctionnent avec des équipements obsolètes, des consommables rares et des interruptions fréquentes de projets. Une année sans budget adéquat ne détruit pas un système, mais plusieurs années consécutives finissent par l'éroder. La recherche devient fragmentée, dépendante d'opportunités ponctuelles plutôt que d'une stratégie cohérente. La seconde conséquence mesurable concerne les trajectoires humaines. Et lorsque les jeunes scientifiques et ingénieurs ne peuvent pas planifier leur travail au-delà de quelques mois, ils cherchent des environnements où l'effort intellectuel est soutenu sur le long terme. Dans le contenu d'origine, insiste sur ce point. La mobilité n'est pas un rejet du pays d'origine, mais une réponse rationnelle à un système instable. Chaque départ réduit la masse critique nécessaire pour former de nouvelles générations.
Un troisième effet, plus discret, touche la chaîne de valeur. Sans recherche locale solide, les pays restent dépendants de solutions importées, qu'il s'agisse de technologies agricoles, médicales ou industrielles. Cette dépendance a un coût financier récurrent et limite la capacité d'adaptation aux réalités locales. La différence entre importer un produit fini et développer une solution adaptée se creuse avec le temps. C'est ici que l'argument attribué à Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique de données plutôt que de slogan. Si la connaissance est le levier principal du pouvoir moderne, alors un investissement chronique en dessous du seuil nécessaire produit un résultat prévisible, une dépendance structurelle. Cette relation entre base budgétaire et résultat n'est ni idéologique ni émotionnelle, elle est cumulative. Enfin, ces chiffres expliquent pourquoi la visibilité culturelle ne compense pas l'absence de capacité scientifique. Les festivals génèrent une reconnaissance immédiate, mais ils n'inversent pas la tendance mesurée par les indicateurs de recherche. En reliant ces données à des expériences concrètes, Ibrahim Traoré transforme une statistique abstraite en signal d'alerte sur la trajectoire collective. L'argument le plus solide en faveur de la priorité culturelle mérite d'être posé clairement. Les événements artistiques, les festivals et la mise en avant de la créativité sont souvent présentés comme un soft power essentiel. Ils améliorent l'image internationale, attirent des partenariats, favorisent dans le tourisme et créent des opportunités économiques rapides. Dans des contextes marqués par des ressources limitées, investir dans ceux qui génèrent une visibilité immédiate peut sembler rationnel. La culture, dans cette lecture, devient un levier accessible de reconnaissance et de cohésion sociale. Ce raisonnement n'est pas faux. Dans le contenu d'origine, ne nie jamais la valeur de la culture, et Ibrahim Traoré ne la rejette pas non plus. La culture peut ouvrir des portes diplomatiques, créer des récits positifs et renforcer une identité collective. Elle offre aussi des revenus directs à de nombreux acteurs locaux. Ignorer ces effets serait simpliste. La réponse se situe ailleurs, dans la question de l'équilibre. Lorsque la culture devient un substitut durable à l'investissement scientifique, elle cesse d'être un levier et se transforme en plafond. Les gains d'image ne compensent pas l'absence de capacité productive. Sans recherche, l'économie reste dépendante de technologies importées, même lorsque la créativité est célébrée. Dans le contenu d'origine, montre que ce déséquilibre n'est pas ponctuel, mais structurel. Les budgets culturels sont récurrents et visibles, tandis que la recherche dépend d'appels à projets irréguliers. Cette asymétrie crée une hiérarchie implicite. Ce qui se voit est prioritaire, ce qui se construit lentement peut attendre. C'est ici que la critique associée à Ibrahim Traoré prend toute sa force. Il ne s'agit pas de choisir entre scène et laboratoire, mais de reconnaître que l'un ne peut durablement exister sans l'autre. Une culture forte sans base scientifique reste dépendante. À l'inverse, une capacité de recherche soutenue finit par nourrir la culture elle-même. Ainsi, le débat n'oppose pas deux visions irréconciliables. Il révèle une erreur de proportion, et cette erreur, répétée sur des années, produit exactement les effets observés aujourd'hui. Ce déplacement du centre de gravité apparaît lorsque le débat quitte les budgets visibles pour entrer dans l'économie de l'attention. Dans le contenu d'origine, décrit une logique où l'influence ne passe plus par la contrainte directe, mais par ce qui est rendu désirable, répétitif et facilement consommable. Dans ce cadre, la distraction devient un outil, non pas accidentel, mais systémique. Ibrahim Traoré relie ce mécanisme à une idée simple. Quand une société associe la réussite à la visibilité plutôt qu'à la contribution, elle reprogramme ses priorités sans jamais les discuter. Les algorithmes privilégient ce qui retient, pas ce qui renforce. Le résultat est un flux continu de contenu court, émotionnel, immédiatement gratifiant, qui laisse peu d'espace au travail intellectuel exigeant. Cette révélation change la lecture des déséquilibres précédents. Il ne s'agit plus seulement d'un manque de financement scientifique, mais d'un environnement cognitif qui décourage la patience, la recherche et l'approfondissement.
Les téléphones deviennent alors ambivalents, potentiellement la plus grande bibliothèque jamais créée, mais aussi une cage dorée si l'usage reste passif. À ce point précis, le propos d'Ibrahim Traoré dépasse la critique institutionnelle. Il touche à la formation des désirs et des habitudes quotidiennes. La question n'est plus seulement qui finance quoi, mais qu'est-ce qui façonne l'attention collective. Et cette question redéfinit entièrement l'enjeu du débat. Pour les États, le déséquilibre décrit se traduit par une marge de manœuvre réduite. Sans base scientifique solide, les politiques publiques dépendent d'expertises externes pour la santé, l'agriculture ou l'énergie. Les décisions deviennent plus coûteuses et moins adaptées aux réalités locales. Cette dépendance limite la capacité à négocier d'égal à égal et enferme l'action publique dans des solutions importées, souvent conçues ailleurs. Ibrahim Traoré souligne implicitement que l'autonomie politique reste fragile sans autonomie intellectuelle. Pour les entreprises, l'impact est tout aussi direct. En l'absence de recherche locale soutenue, les acteurs économiques se positionnent surtout sur l'assemblage ou la distribution, rarement sur la conception. La valeur ajoutée reste faible, et la compétitivité dépend de technologies étrangères. Cela freine l'émergence d'écosystèmes industriels capables d'innover et d'exporter des solutions complètes. Le discours d'Ibrahim Traoré met en lumière cette limite structurelle, souvent masquée par des indicateurs de croissance à court terme. Du côté des citoyens, et en particulier des jeunes, les conséquences sont quotidiennes. Les modèles de réussite mis en avant privilégient la visibilité rapide plutôt que la maîtrise d'un savoir exigeant. Cette orientation influence les choix d'études et les aspirations professionnelles. Beaucoup investissent du temps dans des trajectoires précaires, faute de perspectives scientifiques crédibles. Le message attribué à Ibrahim Traoré agit ici comme un rappel. Sans valorisation de la connaissance, l'effort intellectuel devient socialement risqué. Enfin, à l'échelle de la région, le cumul de ces effets produit un déséquilibre durable. Les pays partagent des défis similaires, mais peinent à mutualiser des capacités de recherche suffisantes. La dépendance technologique devient collective, renforçant des asymétries dans les échanges et la coopération. Lorsque la production de connaissances reste marginale, la région consomme plus qu'elle ne crée. Ces 4 niveaux montrent que le problème n'est ni abstrait ni symbolique. Il affecte la gouvernance, l'économie, les trajectoires individuelles et la position régionale. En reliant ces conséquences, Ibrahim Traoré transforme une critique sectorielle en diagnostic systémique. Le scénario de base prolonge la trajectoire actuelle. Les financements culturels restent visibles et réguliers, tandis que la recherche continue de dépendre d'initiatives fragmentées. Les universités maintiennent leurs activités essentielles, mais sans capacité d'expansion. Les talents mobiles poursuivent leur départ et les politiques publiques s'appuient sur des solutions importées. Dans ce cadre, la dépendance ne s'aggrave pas brutalement, elle se normalise. Le système fonctionne, mais à un niveau d'autonomie limité. Le scénario optimiste suppose un rééquilibrage partiel des priorités. Sans rupture spectaculaire, des décisions budgétaires ciblées renforcent des pôles de recherche appliqués, notamment en agriculture, santé et technologies adaptées. La visibilité culturelle demeure, mais cesse d'absorber l'essentiel de l'attention. Les signaux envoyés aux jeunes changent progressivement. Apprendre et construire redevient une option crédible. Cette trajectoire n'élimine pas la dépendance, mais elle amorce une capacité locale à répondre à des besoins concrets. Le scénario à risque apparaît si la logique de distraction s'intensifie. L'attention collective se concentre encore davantage sur la visibilité immédiate, tandis que les investissements intellectuels sont reportés. Les universités perdent leur masse critique, et la fuite des compétences s'accélère. Les États compensent par des importations accrues et des partenariats conditionnés. À moyen terme, la marge de décision se rétrécit et toute crise externe devient plus coûteuse à absorber. Ces 3 scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils montrent que les choix présents orientent rapidement les trajectoires futures. La recommandation de fond est simple. Penser en capacité plutôt qu'en image. Si les priorités changent, même partiellement, les effets peuvent s'accumuler. Si elles restent figées, les conséquences deviennent structurelles. Pour les jeunes, le débat posé par le contenu d'origine agit comme un miroir. Il interroge le temps passé, les modèles admirés et les compétences réellement acquises.
Lorsque la reconnaissance sociale privilégie la visibilité, l'apprentissage approfondi devient un pari incertain. Le message attribué à Ibrahim Traoré ne condamne pas ses choix, mais invite à reconsidérer l'usage de l'attention comme une ressource stratégique. Pour les décideurs publics, l'effet est différent. Le propos met en tension des arbitrages budgétaires, souvent présentés comme techniques, alors qu'ils reflètent des priorités politiques. Financer une image produit des résultats rapides et mesurables. Financer la recherche demande patience et acceptation d'un rendement différé. Cette asymétrie explique pourquoi les décisions penchent fréquemment du même côté. Du point de vue des acteurs éducatifs et scientifiques, la question est plus immédiate. Elle concerne la capacité à retenir des talents, à planifier des projets sur plusieurs années et à construire une continuité institutionnelle. Sans signaux clairs, l'effort se fragmente et l'épuisement s'installe. Pour le public plus large, enfin, l'enjeu est moins abstrait qu'il n'y paraît. Les choix collectifs influencent la qualité des soins, de l'alimentation et des technologies utilisées au quotidien. Lorsque la connaissance est produite ailleurs, elle arrive souvent sous forme de solutions standardisées, moins adaptées qu'aux contextes locaux. En reliant ces niveaux, Ibrahim Traoré ramène la question à une expérience partagée. L'enjeu n'est pas seulement national ou institutionnel. Il touche la manière dont chacun investit son temps, valorise l'apprentissage et perçoit la réussite. Cette proximité explique pourquoi le message dépasse le cadre d'un discours et s'adresse directement aux spectateurs. La réponse proposée dans le contenu d'origine ne repose pas sur un rejet du monde extérieur, mais sur une réorganisation des priorités internes. La première étape consiste à identifier clairement ce qui relève de l'image et ce qui relève de la capacité. Cette distinction permet de protéger les budgets de recherche de l'arbitrage permanent au profit d'actions plus visibles. Ibrahim Traoré insiste sur cette clarification comme condition préalable à toute autonomie durable. La deuxième étape concerne la stabilité. La recherche ne progresse pas par à-coups. Elle exige des financements pluriannuels, des équipes pérennes et des objectifs mesurables. Même des montants modestes, s'ils sont continus, produisent plus d'effet qu'une succession d'initiatives ponctuelles. Cette logique vise à reconstruire la confiance des chercheurs et à réduire la fuite des compétences. La troisième étape porte sur la priorisation appliquée, dont le contenu d'origine met en avant des domaines directement liés aux besoins locaux, agriculture, santé, gestion de l'eau, énergie adaptée. En orientant l'effort scientifique vers ces secteurs, les résultats deviennent tangibles pour la population et renforcent la légitimité de l'investissement intellectuel. La quatrième étape touche à l'écosystème éducatif et numérique. Il s'agit d'utiliser les mêmes outils qui captent l'attention pour diffuser la connaissance, valoriser les chercheurs et rendre l'apprentissage visible et désirable. Ibrahim Traoré évoque cette inversion comme un moyen de transformer la distraction en levier. Enfin, la mesure des résultats ferme la boucle. Définir qui fait quoi, quand, et selon quels indicateurs évite que la feuille de route reste déclarative. Cette approche ne promet pas des miracles rapides, mais elle trace une trajectoire où la capacité intellectuelle devient un pilier reconnu du développement. Le récit revient alors à l'image initiale, celle de la scène éclairée et du laboratoire laissé dans l'ombre. Cette juxtaposition, décrite dans le contenu d'origine, n'est pas une métaphore abstraite. Elle résume une hiérarchie réelle, vécue chaque jour par ceux qui apprennent, testent et abandonnent, parfois faute de soutien. En la nommant, Ibrahim Traoré transforme une habitude silencieuse en question consciente. Ce rappel agit comme un miroir collectif. Il ne désigne pas un coupable unique, mais une succession de choix répétés, devenus normaux avec le temps. La culture continue de rassembler, d'émouvoir et de raconter. Mais sans socle scientifique, elle reste suspendue à des structures qu'elle ne contrôle pas. Cette lucidité calme, présente dans le propos d'Ibrahim Traoré, évite le registre de la colère pour privilégier celui de la responsabilité. Le message final n'est ni pessimiste ni triomphal. Il suggère que l'équilibre peut être rétabli si les priorités changent réellement. La scène et le laboratoire ne sont pas ennemis. Ils deviennent complémentaires lorsque la connaissance cesse d'être marginale. La phrase qui reste est simple. Sans savoir, l'admiration ne suffit pas. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le diagnostic est provocateur, mais s'il est utile.
dans le contenu d'origine, invite à une réflexion collective, sans injonction ni posture morale. Il propose d'observer autrement ce qui est applaudi, financé et partagé, puis d'en mesurer les effets à long terme. Ibrahim Traoré n'appelle pas à rompre avec le monde, mais à y prendre place avec davantage de maîtrise. Cet appel concerne d'abord le regard porté sur la réussite. Que valorise-t-on réellement quand on partage, commente ou soutient un projet ? Quelle place accorde-t-on à l'apprentissage exigeant, discret, parfois lent, mais structurant ? Ces choix quotidiens, multipliés à grande échelle, orientent les priorités sans jamais passer par un vote formel. L'invitation finale est donc simple et ouverte. Réfléchir à l'usage de son attention, à ce qui mérite du temps et du soutien, et à la manière dont la connaissance peut redevenir désirable. Le débat reste ouvert, parce qu'il touche à des trajectoires personnelles autant qu'à des choix collectifs. Alors, si la scène brille encore, la question demeure: que faisons-nous pour que le laboratoire ne reste pas dans l'ombre ?